éclairons un peu les situations pour que les gens se disent: «OK, soyons un peu responsables». Mais une chose est sûre, c'est que pour gagner la guerre des usages, il faut 2 choses. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Salut Christophe et merci d'avoir accepté de venir échanger avec moi. L'objectif ou la thématique, on va dire, de notre échange va tourner autour de comment on peut reprendre la main sur l'IA et la déployer concrètement, notamment dans les entreprises, sans perdre, on va dire, nos savoir-faire, notre souveraineté et notre sens du réel. Donc, ça fait un vaste sujet. Et pour commencer, je veux bien que tu te présentes et que tu racontes un petit peu comment tu en es venu à cofonder la Forge AI qui accompagne, la production de produits IA. Bonjour, merci de l'opportunité d'échanger. Pour expliquer d'où je viens et donc d'où je parle, moi je suis un formation informaticien, ancien chercheur en IA, avec depuis toujours cette envie de coder des logiciels. C'est ce qui m'anime, ça m'a suivi tout le temps. Et j'ai toujours été frustré avec l'intelligence artificielle, ce qui a fait que j'ai quitté le monde de la recherche. J'étais frustré qu'on ne l'utilise pas pour son meilleur. Et donc, après la recherche, j'ai eu l'occasion de créer des startups, des qui ont réussi, des qui se sont plantés. J'ai eu l'occasion de faire du conseil et ça a renforcé cette conviction qu'il fallait utiliser de l'intelligence artificielle différemment. Et il m'a fallu du temps pour trouver les éléments de langage qui vont derrière, qui étaient de dire, mais en fait, il faut que l'on fasse des produits d'intelligence artificielle qui rendent leurs utilisateurs meilleurs dans ce qu'ils font. Et j'ai fondé la Forge pour ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce discours est audible de dire qu'il faut rendre les utilisateurs meilleurs dans ce qu'ils font, parce qu'à l'aune de l'IA générative, on a pas mal d'inquiétudes à cet égard. Quand on a créé la Forge il y a 6 ans, c'était pas évident du tout. On était dans une époque où faire de l'intelligence artificielle, c'était faire du machine learning, c'était faire l'IA prédictive pour faire de l'aide à la décision. Rendre les gens meilleurs, c'était pas franchement audible. Mais on a créé la Forge avec cette conviction en disant, bon, en fait, l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser soit pour automatiser, soit pour optimiser un certain nombre d'activités de process, par exemple, soit pour se dire, bah, tiens, et si on regardait du point de vue de l'utilisateur, est-ce que ça le rend meilleur? Est-ce que lui-même va développer ses savoir-faire? Donc j'ai créé la Forge il y a 6 ans à peu près, autour de cette, mission, créer des bons produits d'IA et on a ceci de spécifique, parce qu'on n'est pas les seuls sur la place à le faire, mais on a ceci de spécifique qu'on investit autant que faire se peut dans les entreprises qu'on accompagne. Parce qu'on est arrivé assez vite au constat que quand on veut lancer un nouveau produit IA, il y a beaucoup d'inconnus, la route va être longue et donc on ne peut pas avoir une approche projet classique qui consiste à dire: «Monsieur le client, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez le faire? Comment vous voulez le faire? Et on va délivrer pour vous». Il est plus facile de dire: «On va s'associer ensemble, on va mettre en commun un certain nombre de ressources pour faire ce fameux bon produit d'IA. On va partager les risques et les bénéfices et on va se donner une ambition assez folle autour de ce produit». C'est comme ça qu'on a créé ce qui est communément appelé un product studio. C'est-à-dire, bah, une entité dont la seule mission est de créer les produits, en l'occurrence IA pour nous, pour répondre à un besoin ou à la demande d'un entrepreneur. Donc tu as la genèse de la forge avec ça, qui est aussi portée par son nom, hein. La terminologie de la forge, c'est vraiment de se dire, c'est un lieu où on va forger les produits. Le nom pour nous évoque beaucoup de choses, mais il doit surtout évoquer le fait que c'est un lieu où on va venir faire. C'est un lieu où on va venir avec une idée et on va créer quelque chose. On va transformer cette idée en quelque chose de réel et de concret. Alors nous, on a été biberonnés avec les membres de l'équipe au Lean Startup, toute cette école finalement d'approche, de gestion de projets, innovants qui est de dire: «Bah, on va démarrer par un petit dispositif, un embryon de quelque chose, on va le tester très vite, on va l'incrémenter, on va le développer. Chemin faisant, on va se donner les moyens d'aller plus loin, on va surtout se donner l'opportunité d'apprendre, de corriger le tir et d'avancer». Ce qui est indispensable quand on parle d'intelligence artificielle parce que toutes les techniques et technologies d'intelligence artificielle ont ceci de très charmant, c'est qu'elles ne font absolument pas ce qui est prévu. C'est-à-dire que, tu as une activité que tu fais en tant qu'humain, c'est un peu prédictible la façon dont tu vas le faire. Quand tu utilises des techniques d'IA et on le voit bien avec l'IA Gen, bah, ça le fait pas exactement de la même manière et parfois ça peut taper à côté. Donc, il y a quand même pas mal d'aléas, pas mal d'incertitudes autour de ça que, une approche comme le Lean Startup permet de contenir en étant focalisé sur: «Je fais un bon produit» et je rappelle pour la forge, un bon produit, c'est un produit qui rend ses utilisateurs meilleurs dans ce qu'il fait. C'est un produit qui a une croissance d'utilisateurs actifs, qui génère de la valeur économique et de la valeur d'usage.
Quand on a fait ça, on est heureux. Et justement, par rapport à ça, cette approche que vous avez, il y a une approche un peu alors, définie comme une communauté d'experts. Est-ce que tu peux préciser en quoi, justement, concrètement, dans l'approche que vous avez? Alors, j'ai bien noté que vous preniez, enfin, vous étiez un peu skin in the game, comme on dit, où vous preniez des parts, vous investissez dans le projet, mais concrètement, comment ça s'incarne, ces valeurs et que vous prenez dans votre accompagnement? Comment ça se distingue peut-être de ce qui se fait ailleurs? Et je veux bien que tu donnes un ou 2 exemples, qu'on se rende bien compte de ce que vous faites, de produits que vous avez accompagnés, lancés, sur quel sujet, tu vois? Donc ouais, volontiers, on met sur le site communauté d'experts parce que c'est comme ça qu'on vit les choses. Alors fondamentalement, on est une entreprise, tout ce qu'il y a de plus classique, une SAS, mais dès l'instant où on se dit: «On veut lancer un nouveau produit dans un domaine», et je vais te donner l'exemple d'un produit dont on est très fier à La Forge, parce qu'on les accompagne depuis plusieurs années et qu'on a investi dès le début et qu'on est vécu, on est perçu et on se vit comme des cofondateurs du projet. C'est le projet Mieux, avec des fondateurs qui sont venus nous voir en disant: «Nous, on veut proposer des bilans de santé, des check-up qui vont permettre de sauver des vies». Une des grosses difficultés pour faire un bon bilan de santé, c'est d'organiser les agendas des équipes médicales, des équipes qui vont accompagner, des ressources, scanners et autres dont on a besoin. Bah, on va utiliser des techniques d'IA. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on fait quand on dit faire un bon produit d'IA. C'est donc un dispositif logiciel, mais pas que, mais qui est une plateforme qui permet de délivrer un service qui a une valeur d'usage. Évidemment, toi, en tant qu'individu qui va faire ton bilan de santé, c'est une valeur. Pour les médecins, ça, c'est une valeur d'usage parce que ça leur simplifie la vie sur la collecte de données, la restitution, la préparation des entretiens, le suivi, les relances, etc., etc. C'est une valeur économique aussi, parce qu'un produit qui ne génère pas de valeur économique, bah, ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, ce n'est pas viable. Et quand on parle de produit, contrairement à un projet, c'est qu'on veut s'inscrire dans la durée. Bah, pour faire un tel produit, tu as besoin de plein de compétences. Et les compétences de la Forge, dont la mission, une fois de plus, c'est de concevoir, développer et lancer ce produit, bah, les compétences qui incombent dans le périmètre de la Forge, tu vas avoir des compétences, tu as besoin de compétences autour de tout ce qui est tech, développeurs, data engineer, data scientist, des architectes, etc., etc. Mais tu as l'autre jambe aussi. On aime bien dire qu'on a 2 jambes à la Forge. Tu as une jambe tech, tu as une jambe produit. Et quand on dit produit, bah, certes, tu vas peut-être penser assez rapidement à tout ce qui est conception, UX, UI, très bien, mais aussi stratégie produit, aussi réglementation autour du produit, puis aussi autour du business model du produit. Et donc, on voit bien qu'il ne faut pas un expert, mais il faut une communauté d'expertise qui va te permettre de dire, bah, étant donné le projet, étant donné le secteur dans lequel on veut le déployer, étant donné les forces en présence déjà dans le projet, comment on va le renforcer. Et donc, nous, on investit dans un projet ou qu'on accompagne un projet, parce qu'on ne fait pas que de l'investissement, on fait de l'accompagnement en prestation, c'est même l'essentiel et on essaye toujours d'investir, mais tous les projets ne s'y prêtent pas. Eh ben, on va regarder ce qui manque autour de la table. Et le fait de parler produit chez nous, c'est pas qu'un gimmick, c'est de se dire, mais toujours dans une logique lean startup, frugalité et pragmatisme, de quoi a besoin le projet? Je pense par exemple à un autre projet sur lequel on a travaillé, que j'aime beaucoup, qui est un projet autour de la cataracte. Comment on peut soigner la cataracte? Enfin, comment on peut faire pour qu'en soignant de la cataracte, je rappelle, c'est l'opacification du cristallin, comment on peut faire que quand on soigne ta cataracte, tu repartes sans avoir besoin de porter de lunettes? Bah là, par exemple, il y a des enjeux d'optique. Bah, on a été chercher un expert en optique. Donc, quand on dit une communauté d'experts, ça veut dire on est 25 personnes à peu près à la Forge. On a toutes les compétences un peu évidentes autour du produit IA, c'est-à-dire les éléments tech, conception, stratégie de produit, etc., etc. Mais on fonctionne beaucoup en écosystème pour aller chercher les compétences qui nous manqueraient ou surtout aller chercher ce qui nous permettrait de hacker la croissance du produit. Ce qui est très important quand on parle produit de manière générale et produit d'IA en particulier, c'est de se concentrer sur qu'est-ce que l'on veut faire, quelle valeur on veut délivrer et partir de cela, comme je dis tout le temps aux équipes, c'est partir de la fin et venir agréger ces différentes ressources. Donc, s'il faut aller chercher un super talent sur des questions de growth marketing ou d'analyse de marché ou réglementaire, ben, on le fait. Et donc, assez naturellement, la Forge, depuis le début, on a agrégé une communauté d'écosystèmes autour de nous pour nous permettre d'atteindre, de réaliser notre mission. Quand on parle de faire un bon produit d'IA, contrairement à un business model qui est plus orienté sur le conseil ou celui des ESN, on ne va pas vendre nous des jurons. Les jurons ne nous intéressent pas, alors on le fait parfois, mais
Ce qui nous intéresse surtout, c'est un produit qui va rencontrer son succès sur son marché. Et étant donné qu'on aura investi dedans, c'est là où on va gagner. Donc, on ne réinvente pas la roue. Donc, quand on vient nous voir en disant, bah tiens, j'aimerais bien faire, je te reprends l'exemple de Mieux. Dans l'exemple de Mieux, la plateforme sur les bilans de santé, très vite, c'est poser la question de tout ce qui est téléphonie. Bah oui, les gens, ils aiment bien utiliser le téléphone, ils aiment bien envoyer des SMS, etc., etc. Et évidemment, on ne va pas réinventer la roue. Évidemment, on a sourcé les meilleures solutions, on a trouvé une super solution française qu'on va intégrer. Et donc, assez naturellement, on a autour de nous aussi bien des experts pour tout ce qui va être développement des produits sur des éléments très précis, que des éditeurs sur des solutions qu'on va intégrer. On ne réinvente pas la roue. Donc, c'est pour ça qu'on dit communauté d'experts. C'est aussi un moyen de dire on va se focaliser non pas sur le CV des uns et des autres, mais on va d'abord se focaliser sur le produit. On va venir agréger ce qui nous semble nécessaire pour l'avoir. Ça paraît peut-être un élément terminologique, mais c'est tout sauf anecdotique, c'est la façon dont on voit et on appréhende le sujet. C'est vraiment le lean startup et c'est transposé à ces problématiques de produits IA. Donc ça, c'est pour la dimension communauté. Et tu me posais la question des valeurs de la Forge. Bah, quand on a créé la Forge, avec cette mission de faire des bons produits IA, assez naturellement, on a voulu incarner et poser un certain nombre de valeurs qui sont des guides. On en a 3 et c'est toujours les mêmes et je pense qu'on les vit au jour le jour, tous, assez intensément. D'où Impact Share. D'où, c'est parce qu'on est des doueurs. Ce qui est important quand on parle d'utiliser des techniques d'IA, c'est de les utiliser, c'est de les manipuler. Il faut toucher la matière, c'est de comprendre la data, ce qu'elle fait, ce qu'elle permet de faire, la techno aussi. L'innovation, elle n'est pas dans le fait d'intégrer telle ou telle brique, elle est dans le fait de se dire: «Mais finalement, étant donné la technologie, étant donné les datas disponibles, étant donné l'écosystème numérique, quel est le potentiel en termes d'usage?» Impact, c'est la deuxième valeur. Pourquoi impact? Même si c'est très galvaudé aujourd'hui, c'est pour toujours se rappeler que le poids du corps doit être mis sur ce qu'on veut in fine. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et aussi parce que, bah, étant donné qu'on investit dans certains projets, on est condamné à avoir de l'impact. On peut pas se dire: «OK, on a fait le job, nous on a délivré notre modèle, on a développé notre appli, basta». Non, non, c'est la logique même de partager les risques et les bénéfices. Et Share, c'est la dernière et c'est pas la moins importante, bien au contraire, c'est le partage. Partage du risque, partage du bénéfice, je l'ai dit, mais aussi partage de ce qu'on en fait, partage de l'écosystème. Vouloir faire des produits qui rendent les utilisateurs meilleurs dans ce qu'ils font, ça peut paraître dogmatique, dit comme ça, parce que ça voudrait dire que nous, on sait ce qu'est un bon ou un mauvais produit. C'est parce que nous ça voudrait dire que nous, on sait déterminer si une personne est meilleure ou pas qu'avant. Pas du tout, en fait. On dit juste qu'il faut que ce soit l'intention de départ et ensemble, on va essayer de définir, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est meilleur. Je te donne un exemple très concret. On parle beaucoup de souveraineté en disant: «Il ne faut pas utiliser», par exemple, on pourrait dire: «Il ne faut pas utiliser de solution américaine». Or, quand on travaille, on a pas mal de projets en santé. Quand tu travailles sur, des enjeux vitaux, au moment de choisir une technologie, tu vas te poser la question, bah, quelle est la plus efficace, étant donné ce qu'il y a en jeu dans la balance? La réponse peut pas être de dire: «Je ne fais, que de l'open source, je ne fais que des, solutions hébergées en France, je ne fais que, je ne fais que, je ne fais que». Ce sera peut-être la conclusion, mais ça peut pas être le point de départ. C'est forcément un compromis. Et donc, pour en permanence, on partage en permanence sur ce qu'on fait pour qu'on aille ensemble se forger des convictions. La position qu'on voit aujourd'hui sur les projets, qui est aussi un peu la nôtre, est très vis-à-vis de la souveraineté, en l'occurrence, est très différente d'il y a 6 mois et très différente d'il y a 1 an. Et donc, on passe beaucoup de temps, et avec plaisir, hein, à partager ce que l'on fait, ce que l'on tente de faire, nos réussites, nos échecs, avec la communauté, avec des boîtes qui pourraient être considérées comme des concurrents. Mais peu importe, étant donné les enjeux, on a intérêt à nourrir et à se nourrir avec un maximum de personnes pour espérer trouver une voie. Et avec l'IA générative, avec ce qui se passe aujourd'hui de l'IA générative, qui est finalement de dire, bah, le seul horizon désirable, la seule perspective, c'est de faire des applications qui vont ressembler à des agents conversationnels qui vont être plugués sur des ChatGPT, des Gemini, des Copilot ou que sais-je.
on se rend bien compte qu'il faut peut-être au bout d'un moment qu'on se pose la question, mais est-ce qu'on mérite pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres usages? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres technologies? Est-ce qu'il n'y a pas, et ça, il faut le faire collectivement. Parce que le point de départ était de dire: «Ah bah, il faut reprendre la main sur l'IA». C'est un terme que j'aime bien utiliser, il faut la reprendre. Une chose est sûre, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un ensemble de techniques et de technologies qu'aucune entreprise ne maîtrise de bout en bout. Il y a des infrastructures numériques comme le réseau, comme le cloud, comme les bases de données, il y a un certain nombre d'assets comme ça que tu vas avoir. Tu as les briques, les logiciels que tu vas mettre dessus, puis tu as les applications, puis tu as les usages. Demain, tu veux lancer toi une super application dans un domaine, tu vas pas pouvoir la faire tout seul dans ton coin. Ne serait-ce parce que tu voudras peut-être que ce soit une application mobile qui va tourner sur des smartphones, qui vont être même sur des OS différents, qui va utiliser plein de services. Et donc, on le voit bien aujourd'hui, c'est qu'en fait, une solution IA, c'est un millefeuille d'acteurs qui est vertigineux, vertigineux. Et donc, tu peux pas le faire tout seul. J'ai des questions là-dessus, sur, justement cette question, de la souveraineté. Juste avant ça, et moi, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais faire un épisode avec toi, c'est qu'on avait échangé. Tu m'avais dit un truc qui m'avait, ouais, qui m'avait interpellé. Tu disais que, de ton point de vue, en tout cas, l'IA est un objet profondément politique, au sens de ce qui organise la vie de la cité. Et j'ai pas l'impression que ça soit un discours, hyper, mainstream, on va dire, sur le sujet. Et j'aimerais bien que tu puisses, en quelques mots, dire, ce que tu entends par là, tu vois? Et ça veut dire quoi concrètement pour toi de dire que l'IA, c'est un objet politique? Pourquoi je dis que il y a des enjeux, que c'est un projet politique l'IA et qu'il y a des enjeux politiques, c'est que l'utilisation de telle ou telle technique, le fait de proposer tel ou tel usage vient définitivement façonner l'entreprise, ce qu'elle fait, comment elle le fait, sa proposition de valeur. Mais il y a quelque chose qui est plus important derrière ça, parce que finalement, comme je l'ai dit, n'importe quelle technique ou technologie a une dimension politique. C'est que l'intelligence artificielle, de manière générale depuis les années 50, a cette finalité quelque part de venir travailler sur certaines couches de nos activités qui sont de l'ordre de la création, de la gestion. En gros, avec l'informatique industrielle, l'informatique bureautique, on était sur des tâches assez bas niveau. Je suis des trucs, je fais rentrer des informations dans une boîte, je calcule les autres. Avec l'IA, plus elle se développe, on se rend compte qu'elle vient taper sur des couches qui sont de l'ordre de nos savoir-faire, justement. Et donc, l'utilisation ou pas de certaines techniques, ça vient influencer nos savoir-faire, la façon dont dont on les démultiplie, mais aussi la façon dont on les acquiert. Avant le big bang de l'arrivée de ChatGPT, parce qu'on s'aperçoit que c'est un big bang en regardant un peu dans le rétro. On se posait pas trop la question de l'IA à l'école, l'IA pour les profs, l'IA pour les journalistes, l'IA pour les auteurs, l'IA dans les entreprises, l'IA dans le conseil. Là, tout d'un coup, waouh! En fait, ça vient faire des choses qui normalement étaient dévolues à des humains qui, eux, pilotaient des machines, qui éventuellement utilisaient de l'IA, mais c'est un peu une nouveauté quand même en termes de déploiement. Et donc, l'utilisation de ces techniques aujourd'hui, ça prend une dimension politique est infiniment plus importante. Alors, on parle du produit, on parle de l'entreprise, mais au niveau de la cité et de l'État, on autorise ou pas l'IA générative à l'école? On utilise l'IA générative ou pas pour les profs, pour les élèves? On utilise l'IA générative dans l'Assemblée, au Sénat ou pour nos politiques? On autorise, on permet l'IA générative enfin pour toutes les facettes de nos activités. Et donc la dimension politique, elle devient très forte. Surtout aussi si tu viens rajouter toute la dépendance qu'il y a derrière. C'est pas la même chose que de dire: «Oui, on va utiliser l'IA générative dans toutes les écoles de France, pour les profs et les élèves», admettons. C'est pas la même chose de dire: «On le fait avec Mistral» ou «On le fait avec OpenAI». Dire quand bien même tu dis politiquement: «J'accepte ou pas tel usage», en fait derrière, tu as une cohorte de questions qui arrivent et de conséquences qui est vertigineuse. Et je ne crois pas à une vision dogmatique et de dire: «Il y a une bonne solution, une mauvaise solution, il y a une bonne voie, une mauvaise voie», une fois de plus. Je crois plus au fait de sensibiliser les gens et de les rendre plus autonomes et responsables quant à leur choix. Si tu dois sauver une vie, utiliser une technologie qui ne ferait pas responsable ou souveraine à tes yeux, c'est peut-être un risque que tu peux prendre. Si c'est pour gérer tes factures, c'est peut-être un risque que tu peux ne pas prendre. Et donc c'est politique au sens où, en tant que citoyen, on a tous notre rôle là-dedans. Ce qui s'est passé de génial avec l'IA générative et l'arrivée de ChatGPT,
c'est que ça a été un super outil de démocratisation. Moi, je ne l'avais pas vu au début. En tant que personne reconnue comme expert dans le domaine, je voyais cette techno comme les autres et j'avançais. Et c'est un copain, Claude, je le remercie, qui me dit: «Mais Christophe, tu te rends pas compte? Pour une fois, on a un objet qui est c'est démocratisé. Tout le monde peut faire de l'IA». Je dis: «Bah non, mais on en faisait déjà avant, tu utilisais Waze, tu non, mais là, on en est conscient, quoi». Et c'est vrai que c'est finalement un big bang, sur le volet, citoyen, démocratique et peut-être civilisationnel au regard de l'impact que ça a. Donc c'est plus que jamais un sujet politique. Pour, continuer sur cette question politique, moi, tu vois, quelque chose qui me perturbe beaucoup dans le narratif qu'on entend un peu partout, autour de notamment de l'AGI, qu'on nous, promet, et alors depuis l'arrivée de ChatGPT encore plus, tu vois? Et notamment aux États-Unis où, ça va arriver bientôt. Ça justifie le fait qu'on investisse à fond dans des data centers, dans des centrales nucléaires qu'on réouvre, dans tout un tas de choses et qu'on mette des sommes faramineuses là-dedans. Et il y a un côté un peu accélérationniste, tu vois? En gros et pas mal en France, en tout cas sur les réseaux sociaux, j'observe, il faut y aller, si vous y allez pas, vous allez être laissé de côté, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et donc, bah, en fait, il faut pas trop réfléchir, faut y aller, quoi. Et si on se dit c'est un projet éminemment politique et tu parlais des chemins de fer, tu parlais du nucléaire où c'est des projets politiques qui t'engagent pour des décennies, bah là, les data centers dont on parle, c'est des choses qui t'engagent aussi au moins pour plusieurs années, voire un peu plus. Tu vois ce truc-là où, faut y aller parce qu'il y a des GI demain et si vous l'avez pas, vous allez être dépassé et vous allez être complètement obsolète. Ça, je trouve ça éteint le côté esprit critique dont tu parlais et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment on fait alors moi, je suis pas du tout convaincu par ça et en même temps, je suis pas un expert de l'IA, tu vois? Mais en tout cas, je suis assez sceptique sur ce côté, AGI, on comprend déjà pas comment fonctionne le cerveau, je vois pas comment on peut mais ça, c'est un autre sujet, tu vois? Mais comment, de ton point de vue, on peut à la fois s'emparer du sujet, qui est important. Tu disais, il y a un changement majeur qui se joue avec l'IA générative, j'en suis convaincu aussi. Pour autant, ça veut pas dire qu'il faut foutre l'esprit critique par la fenêtre, tu vois? Donc comment on peut jongler avec les 2? C'est hyper intéressant l'histoire de l'AGI. L'histoire de l'AGI est arrivée relativement vite dans l'histoire de l'intelligence artificielle quand, des penseurs, alors que l'informatique était pas commençait à peine à sortir de terre, en se disant: «Bah, tiens, si un jour, étant donné qu'on essaie de simuler quelque chose d'intelligent, si un jour ça a simulé quelque chose de plus intelligent». C'est hyper intéressant les GI parce que ça devient performatif au bout d'un moment de se dire: «Et si ça advenait, ça advenait?» Et la question n'est pas de savoir si un jour il y aura, une AGI, c'est-à-dire, et on ne parle pas de la super intelligence. L'AGI, pour rappel, c'est, bah, finalement un dispositif, probablement informatique, mais un dispositif qui est capable de résoudre n'importe quel problème comme un humain le ferait. Et on voit toute la complexité, la profondeur du truc et mais quand bien même ça arriverait, ce serait même pas le sujet, en fait. Parce que dans la vie de tous les jours, évidemment, tu as des algos qui sont beaucoup plus performants que toi sur énormément de sujets. Évidemment, tu prends à l'échelle d'une entreprise ou d'un service, bah, c'est infiniment plus intelligent qu'un individu tout seul. Mais le narratif derrière les GI, c'est un narratif qui est présenté par des acteurs au moment où ils lèvent des fonds. Prenons juste OpenAI. À chaque fois qu'OpenAI a parlé de l'AGI, c'est au moment où il levait des fonds. Ils en ont reparlé il y a quelques jours, quelques semaines, au moment de l'annoncer son nouveau deal avec Microsoft. Et quand ils ont fait la levée de fonds, après, ils n'en parlent plus. Et on voit que le sujet n'est pas l'AGI, mais bien ce que tu commences à évoquer derrière et de dire: «C'est des choix industriels très forts qui demandent énormément de capitaux. Donc on a besoin de lever des fonds. Donc on a besoin de quelque chose de désirable» et forcément l'AGI, c'est quelque chose qui est désirable pour un système tel qu'il est construit aujourd'hui, qui permet de lever beaucoup de fonds et les fonds servent à développer des data centers, du cloud, la puissance de calcul, parce qu'au bout du bout, c'est la puissance de calcul qui compte, en tout cas qui est valorisée. Et derrière cette doxa de: «Regardez les GI, ça va nous changer la vie, ça va faire les tâches, faible valeur ajoutée, patati patata, blablabla», on connaît bien. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est: on développe un asset industriel incroyable détenu principalement par les Américains qui est le cloud. On nous fait développer au-dessus de ce cloud énormément d'applications avec des promesses des GI, des promesses d'un avenir radieux. Parce qu'au bout du bout, ce que les gens achètent, c'est du cloud. Quand tu regardes les milliers de milliards investis par les acteurs américains, en ce moment, il y a pas mal d'articles qui en parlent, les milliards circulent, in fine, c'est pour acheter des processeurs NVIDIA ou acheter du cloud à soit du Azure, soit du AWS ou du Oracle. Donc en fait, c'est un système qui est bâti, qui est mais hyper efficace, où tu as un narratif qui rend l'objet désirable, souhaitable par les entreprises
qui paye in fine du cloud. Il y a quelques années, le patron de Microsoft avait dit, c'était même pas cynique, que l'AI, quand on lui a demandé, je crois que c'est à l'époque, pourquoi il avait déjà investi autant à l'époque d'OpenAI, il avait dit: «De toute façon, au bout du bout, ce qui va rester, c'est le cloud et Azure, c'est le meilleur cloud, donc on raflera la mise». Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et donc à la question, AGI, pas AGI, et tu as posé la bonne question, c'est comment on reprend, comment on s'empare du sujet, comment on reprend la valeur, c'était le point de départ de notre échange, et comment on prend le sujet. Ben, c'est en prenant conscience de tout ça, en prenant aussi conscience que ce torchon d'AGI là, qu'on nous agite devant les yeux, qui attire notre attention, c'est pas ce qu'il faut regarder en fait. C'est pas ce qu'il faut regarder. Parce qu'on n'a pas besoin que les technologies d'IA soient plus performantes pour déjà en mesurer l'impact sur tout ce que l'on fait. Il faut être conscient de cela en fait. Et si tu regardes les évolutions de GPT jusqu'à sa dernière version, on voit qu'il y a un plafond de verre. Les spécialistes de l'AGI savent que c'est pas le bon sujet, mais peu importe. On n'est pas dans une quête de faire des trucs plus intelligents. On est dans une quête de faire des choses plus performantes, plus automatisées, plus systématisées. Et le premier impact qu'on voit, c'est sur l'emploi. Le premier impact, c'est sur l'emploi. Donc à la question comment on s'empare du sujet, on s'informe, on teste, on est critique. Et comme on devrait le faire dans tous les domaines, c'est avoir une pensée, s'inscrire dans le temps long et une pensée un peu holistique sur, bah ouais, mais si on veut bâtir tout ça ou si on bâtit tout ça, on n'a pas forcément le choix, mais si on bâtit tout ça, sur quel asset industriel ça se repose, à qui ils appartiennent? Si demain, on a une Europe qui n'a pas les fonds baptismaux, l'ensemble des briques nécessaires à développer des solutions, qu'elles sont étrangères, l'Europe, j'entends, mais en fait, on ne reprendra jamais la valeur de l'IA. Et petite anecdote qui est assez sympa de voir, Meta qui avait investi à fond sur le métaverse. À l'époque, on nous vendait le métaverse quand on nous vend les GI. On va tous être dans notre canapé, on va vivre des trucs incroyables, on n'aura plus besoin de se déplacer, on formera des chirurgiens depuis le canapé, je ne sais pas quoi. Enfin, c'était, et derrière, Meta achetait de la puissance de calcul, des GPU à fond les ballons. Là, aujourd'hui, on nous vend les GI, mais on achète de la puissance de calcul. Et je ne sais pas si tu as vu le cours de bourse de Meta s'est dégringolé. Pourquoi le cours de bourse de Meta s'est dégringolé alors qu'ils ont annoncé des chiffres et une performance économique qu'ils n'avaient jamais atteint avant? Parce qu'en fait, il est reproché à Meta de se constituer une puissance de calcul, mais pas de la revendre aux autres. Et finalement, tu regardes tous les investissements, la prime n'est pas à l'application géniale qui est développée au-dessus de cette puissance de calcul, à part pour OpenAI, mais qui est perçu probablement comme un médium pour d'autres applications. La prime, la valeur, elle est sur le cloud. La valeur, elle est sur le cloud et sur les puissances de calcul. Par rapport à ça, ça permet d'enchaîner. Toi, tu dis, dans l'échange qu'on avait eu précédemment, tu disais que l'Europe, globalement, on avait perdu la bataille du web, on avait perdu la bataille du cloud. Ce qui est resté, celle des usages. Et je veux bien juste que tu dises, enfin, c'est quoi celle des usages et c'est quoi nos atouts peut-être par rapport à ça? Je suis pas un spécialiste de tous ces sujets-là, donc je te parle en tant qu'individu, en tant que citoyen concerné et qui a envie d'œuvrer. Mais on a perdu la guerre du cloud dans le sens où toutes les infrastructures ne sont pas françaises. Les plus gros acteurs du cloud ne sont pas français, pas européens. On en a quelques-uns, mais c'est compliqué. On a perdu la guerre du web, même si le web a été inventé au CERN, euh, qui est quand même pas très loin de chez nous. Mais on voit bien, avec l'arrivée de l'IA générative en plus, le web est mort. On ne consulte plus des sites web, on a consulté des agents conversationnels. Enfin, c'est pas anodin par rapport au web qu'on a connu, mais il nous reste quoi? Il nous reste la valeur des usages. C'est-à-dire que, vu à l'échelle de la planète, l'Europe est un marché de consommateurs. C'est ça notre force. On ne produit plus, on n'a plus d'assets, mais par contre, on a une puissance économique, on a beaucoup de citoyens. Et donc, le choix d'utiliser telle ou telle solution, ça pèse énormément. Donc, perdre la guerre des usages, ce serait de dire: «Mais on développe même pas les applications». Développer des applications en Europe, tu pourrais dire: «Bah, écoute Christophe, tu es sympa, tu nous as expliqué que le cloud, il était à l'étranger, que la plupart des briques qu'on utilise sont des trucs qui ne nous appartiennent pas, qui sont à l'étranger. Bon, dans ce cas-là, le dernier kilomètre, l'application qu'on utilise tous les jours, on s'en moque, quoi». Bah non, parce qu'en fait, c'est au niveau du dernier kilomètre, c'est-à-dire au niveau de l'utilisateur, qu'on capte l'essentiel de la valeur. C'est là qu'on capte la data, qu'on capte. Regarde tous les business autour du web, c'est quand même mieux comprendre les personnes pour mieux les profiler, pour leur vendre ou des produits, coucou Amazon, ou leur vendre de la pub, coucou Facebook, coucou Google. Si tu n'as pas ces données d'usage, si tu n'as pas accès à cet utilisateur, bah, en fait, le truc, il s'écroule.
le truc il s'écroule. Donc si tu prends ce dernier kilomètre, si tu commences à développer des applications fortes, tu vas pouvoir petit à petit te doter de moyens qui vont permettre de dire: «Bah, je vais commencer à utiliser un cloud européen, je vais commencer à développer des assets en local». Mais si tu perds cette valeur d'usage, c'est fini. Tu sais, je vois toutes les entreprises en ce moment qui déploient Microsoft Copilot. Ça pose énormément de questions parce que ça veut dire que, et je le vois moi dans les projets qu'on accompagne, des entreprises se disent: «Bah, finalement l'essentiel de mes activités peut se résumer à ce que pourra proposer Copilot». Aujourd'hui, peut-être que tu connais le RAG, les techniques de RAG, au-dessus des LLM. On a un peu tendance à dire: «Peu importe ton problème, c'est une question de RAG sur tes datas. Mets tes datas dans Azure, dans Office 365 et on va faire du Copilot». Je critique Microsoft parce qu'il est gros, il est puissant, mais il y a d'autres acteurs qui fonctionnent de la même manière, mais c'est assez symptomatique. Et ça a des conséquences aussi, c'est toute la valeur économique, elle part. Tu payes ton abonnement Microsoft, qui paye d'ailleurs pas ou peu d'impôts, ça part à l'étranger. Ça ne permet pas de développer l'emploi, ça ne permet pas de développer d'applications en France. Tes datas, elles sont à l'étranger, elles vont enrichir le système. Il ne faudrait pas grand-chose pour débrayer le truc, se dire: «Non, je n'utilise pas, Microsoft, je n'utilise pas Copilot et je favorise la création de champions pour avoir des usages». Et l'idée d'avoir des usages qui soient proches de nous, en tout cas des applications qui soient proches de nous, c'est pas tant la valeur économique, et elle est importante au regard des investissements dont on a besoin pour développer tout ça, mais c'est aussi une question de culture. Si tu n'utilises que les applications qui ont été pensées par d'autres pour d'autres usages, bah, en fait, tu te dissous dedans. Ah, pour un certain nombre de choses, c'est pas grave, mais peut-être pour d'autres où c'est important. Imagine demain, on décide de mettre dans les écoles de l'IA générative à tous les étages. Je prends l'exemple de l'école parce que ça touche à nos proches, ça touche à nos enfants, ça touche à ce qu'il y a des choses très intimes, et là, normalement, on se rend compte à quel point c'est important. On est moins sensible peut-être sur d'autres sujets, mais c'est du même ordre. Imagine demain, on déploie l'IA générative dans les écoles, systématiquement. Imagine les profs, ce sont des profs qui sont bâtis sur des solutions américaines. En fait, on va avoir la même école que les Américains. Et c'est pas anodin, c'est pas anodin. Alors, on peut faire le choix collectivement, cela c'est politique, de se dire: «OK, très bien, on le fait, fine», et ça marche et on vit avec. Mais faisons-le en conscience. Tu parlais d'esprit critique. Mon souhait, c'est qu'on soit un peu plus responsable, et je ne suis pas quelqu'un de responsable, j'essaye de l'être. J'espère que je tends à l'être, mais éclairons un peu les situations, non pas les gens, mais éclairons un peu les situations pour que les gens se disent: «OK, soyons un peu responsables». Mais une chose est sûre, c'est que pour gagner la guerre des usages, il faut 2 choses. Certes, un courage politique des individus de se dire: «OK, bah, je ne peux pas utiliser une solution qui marche moins. Bah, peut-être que je ne veux pas utiliser ChatGPT, je vais utiliser le chat de Mistral. Peut-être que je trouve que c'est moins bien, mais au moins, je donne plus que de l'argent à Mistral, je lui donne la data de l'usage qui lui permet d'avoir les moyens d'apprendre et de se développer». Donc déjà, il faut ça, et il faut aussi, et c'est là où nous on travaille à la Forge, c'est notre ambition, des applications qui soient désirables. Parce que quand tu vois les solutions, les gros acteurs du marché dans le numérique, ils te font des produits absolument géniaux. Et si on te dit: «Bah, tiens, prends une solution qui est moins bien et elle est non, faut pas que ce soit punitif, c'est un peu comme l'écologie, quoi. Et donc, gagner la guerre des usages, il faut que les gens soient sensibilisés, qu'ils aient leur esprit critique, qu'ils soient suffisamment affûtés, aiguisés pour se dire: «OK, bah, je suis prêt à faire cet effort-là et avoir des applications désirables». On est capable de faire des applications désirables. Tu regardes en France, tu as des boîtes comme Lovable, je ne sais pas si tu as testé, si tu joues avec, qui génèrent des applications. Alors, c'est pas une solution française, elle est suédoise, mais c'est génial ce qu'ils font. Soutenons ces acteurs-là, quoi. Et ça paraît anecdotique, en fait. On se dit: «Oui, c'est juste une appli». Oui, mais derrière Lovable, bah, demain, Lovable, c'est une hyper croissance, ils auront les moyens d'investir dans des infrastructures européennes, ils auront le moyen d'avoir peut-être de proposer des solutions qui incarnent, qui soient raccord avec, une culture européenne. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire culture européenne, c'est un peu compliqué, mais on est tous singuliers, et c'est là où on parle de la dimension politique et citoyenne. Donc ce qu'on veut construire ensemble, il faut que l'ensemble existe, en fait. Ouais, au bout d'un moment, faut le bootstrapper, quoi. Sinon, bah, on va complètement s'appauvrir, on va utiliser des solutions autres, et on va perdre ce qui, fait l'essence, du vivre ensemble, quoi. Point que vous, enfin que vous et que tu défends, au sein de la force, c'est le fait de dire que, et tu le disais en intro, que l'IA, elle vaut entre guillemets «rien» sans expertise humaine. Je veux que tu développes un petit peu ce point-là et pourquoi, tu vois, cette expertise, elle est indispensable
parce que, alors, notamment avec l'IA générative, on en entend beaucoup, que, l'IA va remplacer justement les experts, les personnes qui savent, on intègre le savoir-faire dans des technos et puis après on va pouvoir remplacer, donc c'est un peu paradoxal, je trouve, C'est une erreur, selon moi, de dire que pour faire de l'IA, il faut de la data. On a tendance à dire la data, c'est le pétrole de l'IA. Donc, si tu as de la data, tu peux faire de l'IA. D'une part, parce que la data ne contient pas toute la réalité et que même si tu avais toutes les datas du monde, je te donne toutes les datas du monde, tu ne deviendras pas forcément un super chirurgien. Je suis même à peu près sûr. Et en plus, on voit avec l'arrivée de l'IA générative et ce qu'on appelle des modèles de fondation, il y a des acteurs qui te proposent des modèles que tu vas utiliser sur l'étagère. Tu n'as même pas besoin de cette data. C'est-à-dire que tu peux très bien demain utiliser des solutions d'IA pour générer tes mails, c'est peut-être ce que tu fais avec ChatGPT. Tu n'as pas fourni ta data en entrée. Et le plus important, selon nous, ça c'est une conviction que l'on a vraiment chevillée au corps, c'est que l'alpha et l'oméga d'une bonne solution d'IA, c'est les savoir-faire. Et j'utilise le terme savoir-faire plutôt qu'expertise, parce que l'expertise, elle est désincarnée. L'expertise, elle est presque formalisée. Tu as une expertise sur la chirurgie, par exemple, qui va être dans des bouquins. Savoir opérer, c'est un autre délire. Certes, il faut de l'expertise pour savoir opérer, mais il faut de l'expérience, il faut un certain nombre de choses. Et le savoir-faire, c'est ce qui permet d'éclairer la data. C'est ce qui permet de dire: «Ah oui, tu veux devenir chirurgien» ou je ne sais quoi d'autre. Les informations qui sont là, voilà ce qu'elles veulent dire dans ce contexte par rapport à ce que tu veux faire. Et les savoir-faire, c'est ce qui permet de les démultiplier grâce à l'IA. Tu prends un chat GPT tout seul, ça fait la blague parce qu'il est entraîné sur plein de textes et tu peux générer du texte, mais très vite tu dis: «Oui, mais j'aimerais qu'il parle de mes sujets. Oui, mais très vite, j'aimerais que, ces fameux agents qu'on veut intégrer un peu partout respectent mes activités et mes process». Et puis moi, qui suis par exemple, je vais te reprendre l'exemple du projet Mieux, qui propose des bilans de santé, qui accompagne des gens dans un parcours de prévention. Qu'est-ce que c'est d'écouter une personne, de comprendre son projet de vie, de l'accompagner et cetera et cetera et cetera? C'est ton savoir-faire. Et à toute seule, c'est pas parce qu'il y a ChatGPT, par exemple, et je prends que l'exemple de ChatGPT, mais c'est vrai avec n'importe quelle brique, que ce soit du LLM, que ce soit, des modèles que tu fasses, par ailleurs avec du machine, peu importe. Et donc le savoir-faire, c'est ce qui donne de la valeur. Je vais te prendre un exemple, 2 exemples très concrets et qui sont successful. Netflix, Amazon. Netflix, son savoir-faire, c'est de gérer un catalogue de produits culturels et de comprendre qui veut regarder quoi, qui pourrait regarder quoi. Donc, ils utilisent l'IA, les techniques d'IA, pour renforcer et démultiplier ce savoir-faire. Toi, tu as les mêmes techniques d'IA qui te sont accessibles que Netflix avec moins de moyens, mais tu ne feras pas à Netflix. Qu'est-ce que c'est de gérer un catalogue, de créer des œuvres, Enfin, il y a énormément de savoir-faire autour de. Je n'imagine même pas la multitude de métiers et de savoir-faire qu'il y a chez Netflix. Amazon, son savoir-faire, c'est de shipper, de transporter des produits le plus vite possible, au meilleur prix, tout en un seul endroit vers les personnes. Et Amazon, on prend cet exemple d'Amazon, le nombre de savoir-faire est absolument vertigineux derrière. Que ce soit sur la gestion logistique, que ce soit sur l'expérience de l'UX, la recommandation de contenu, le profiling des personnes, la gestion du cloud qui a donné AWS. Et tu vois bien que ce qui tire tout, c'est le savoir-faire. Et quand une nouvelle technique arrive, comme les LLM, en fait, tu t'en empares directement. Et c'est d'ailleurs intéressant. Tiens, prenons l'exemple d'Amazon comme Netflix. L'un comme l'autre n'ont pas remplacé leur interface par un agent conversationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui les guide, c'est leur mission, leur savoir-faire. Et ils vont le mettre là, au bon endroit, pour le démultiplier. Tu vois bien que le prisme, c'est quel est mon savoir-faire et comment j'utilise les technos et pas de dire, tiens, il y a une techno, quel agent conversationnel avec les LM, quel business je peux faire avec. C'est pour ça que le savoir-faire, c'est l'alpha et l'oméga. Si tu utilises des technologies qui viennent renforcer ton savoir-faire, le démultiplier, tu vas pouvoir scaler, aller très loin. L'inverse, c'est vrai. Et le savoir-faire, c'est là où on a besoin d'être un peu plus responsable autour des savoir-faire, c'est que, évidemment, les experts, on nous dit, et tu l'as dit, c'est un paradoxe, avec les LLM, on a beaucoup d'expertise dedans. En fait, dans les LLM, tu as des traces de l'expertise. C'est-à-dire, tu n'as pas l'expertise d'un chirurgien, je ne sais pas pourquoi c'est cette image qui m'est venue en premier, mais tu as des traces de son expertise. Tu vas avoir des commentaires d'un chirurgien, de ce qu'il fait, son geste, machin et autres. C'est pas l'expertise du chirurgien, c'est des traces. Donc évidemment, ton LLM, ton ChatGPT, ton DeepSeek ou ton Mistral, ton Le Chat vont te parler peut-être comme un chirurgien pourrait te parler. Mais l'expertise, elle n'est pas dedans. Si tu dois faire une opération, j'espère que tu n'as pas que ChatGPT.
Tu sais, en ce moment, il y a une illusion sur, il y a un débat qui est assez rigolo sur est-ce que tu serais capable ou pas de faire atterrir un avion tout seul? Et on a cette illusion, il y a une théorie là-dessus, on a cette illusion que vu qu'on a un petit vernis sur le sujet, on serait capable de le faire. Et l'illusion qu'on a avec les LM, c'est qu'étant donné que ça parle comme un expert du domaine, que l'expertise est dedans. Mais c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout le cas. Et donc, si demain, toi, tu veux réellement démultiplier une expertise, un savoir-faire et l'embarquer dans une solution, eh ben, tu peux pas réduire le truc en disant, bah, tiens, j'ai un LLM. Et une des conséquences de cela, c'est que tu vois 2 usages aujourd'hui de ces techniques d'IA générative. Tu ceux qui s'en servent pour aller plus loin dans leur expertise, leur savoir-faire, qui proposent des trucs incroyables. Il y en a d'autres qui te proposent des choses uniquement avec le vernis. Et quand tu grattes, tu le vois assez vite. Mais c'est sûr que les premiers instants, ça fait la blague, tu vas très vite. Et un autre sujet qui moi, je me suis permis de faire un biais LinkedIn là-dessus, qui m'inquiète plus, c'est que si les savoir-faire, c'est l'alpha et l'oméga, on devrait donc se dire ce qui est le plus important dans nos sociétés, qu'elles soient sociétés de femmes et d'hommes ou sociétés au sens entité administrative économique, le plus important, ça devrait être les savoir-faire. Donc, comment on construit ces savoir-faire? Comment tu fais pour avoir des super savoir-faire dans ta boîte? Avant l'arrivée de l'IA générative, bah, c'était tu prenais des juniors, tu les mettais avec des seniors, tu les exposais à plein de projets, puis tu apprenais le geste, tu avais le savoir, tu le mettais en œuvre et tu grandissais. Avec l'arrivée de l'IA générative, tu as les experts qui viennent experts plus plus. Ils sont capables d'être des hommes et des femmes orchestres, c'est-à-dire à coup d'IA générative qui peuvent tout faire, quasiment autonomes. Seniors qui, eux, n'ont pas les savoir-faire, ont juste quelques connaissances, souvent académiques. Et comment ils acquièrent ce savoir-faire? Si eux, ils ont déjà, d'ores et déjà, été remplacés. J'ai eu la chance de faire du conseil dans ma carrière et c'est super formateur. En fait, quand tu es junior, tu tapes tous les travaux ingrats d'un cabinet de conseil, faire des slides, compiler de la data, machin. Mais Dieu que c'est formateur. C'est formateur sur le fond et sur la forme. Si ça, c'est complètement automatisé. Bah, en fait, tu ne te donnes pas la possibilité d'acquérir ces savoir-faire. Tu ne te donnes pas la possibilité de devenir expert d'un domaine, là où demain l'IA te permettra d'être un expert plus plus. Et je trouve ça, c'est super vertigineux, en fait. C'est-à-dire que ça va profiter à une partie de la population qui est déjà installée, qui va devenir meilleure, et on le voit bien avec les prix des prestations dans le conseil et autres, les ESN et les cabinets de conseil qui licencient en ce moment, c'est qu'on voit bien que, bah, en fait, bah, les personnes deviennent plus productives quand elles sont dotées de savoir-faire de valeur. Alors les juniors, ils se font bout, quoi. Comment ils peuvent et ça je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est ça qui m'inquiète aussi beaucoup avec, l'usage avec les enjeux d'usage de l'IA responsable. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, je peux avoir, l'impression de donner, enfin, je peux donner l'impression que j'ai un discours pessimiste par rapport à ça. Je suis, quelque part pro IA, c'est ma c'est je me lève tous les matins pour ça. Donc je suis résolument optimiste. Mais je suis surtout convaincu qu'il y a 2 voies possibles et que c'est le bon moment de choisir les voies la voie qu'on veut emprunter ensemble et qu'il faut qu'on en discute et qu'on se forge des convictions par rapport à ça. Le savoir-faire, c'est la clé. On a 2 facettes importantes dans chaque individu. Il y a sa dimension, je dirais presque, politique, sociétale, qui est l'individu consommateur, acteur et on a un rôle à jouer. Et puis il y a, ce que l'on aime au savoir-faire, ce que l'on veut faire et c'est les 2 là, avec l'arrivée, l'essor de l'IA générative qui sont pas mal attaqués, quoi. Ce que je trouve, intéressant dans ce que tu dis, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup cette interrogation. Alors un petit peu plus ces derniers temps, bien sûr, comment on transmet le savoir-faire? Moi, je voyais un post LinkedIn, l'autre jour d'une avocate qui était très fière de raconter que, bah, elle embauchait plus de stagiaires et potentiellement plus de juniors, qu'elle allait tout, remplacer par une IA. Alors au-delà du fait que j'étais un peu sceptique sur le fait qu'on soit capable de complètement, remplacer le job, je me dis: «Mais en fait, tu es en train de nourrir aussi la bête qui va te remplacer toi demain». C'est un autre sujet. Alors, moi, ça m'inquiète aussi, tu vois? Ce que tu dis, hein, je me dis: «Mais attends, ben, toi, on a des enfants, comment on va faire en sorte qu'eux, après, ils puissent apprendre, se développer, grandir, acquérir des compétences si, en fait, on a automatisé tous ces savoir-faire?» et que c'est une sorte de gérontocratie, parce qu'en fait, il y a que les vieux et les experts, qui peuvent bénéficier de ces technos et que les jeunes, en fait, soit ils se débrouillent tout seuls, mais en tout cas, il y a plus cette espèce de compagnonnage qui permet d'acquérir des savoir-faire. Mais tu vois, Sam Altman, alors, provoquant comme il est, il disait: «Mais en fait, si ces métiers, ils sont automatisés, c'est peut-être qu'au départ, c'était pas des vrais métiers». C'est caricatural et en même temps, ça questionne parce que tu vois, tu te dis, bah, je bosse avec les Compagnons du Devoir. Bah, en fait, un menuisier, qui est excellent, où
aujourd'hui, il va pas se faire remplacer. Il se pose pas la question de alors peut-être dans 20 ans quand la robotique sera, et tu vois, ça pose aussi, je trouve, des questions sur, les métiers et est-ce qu'il y a alors, c'était un peu horrible de dire ça, mais il y a des métiers, est-ce qu'ils sont pas voués à disparaître? Parce qu'en fait, dès le départ, ils auraient même pas dû exister, tu vois? Alors c'est un peu provoquant et c'est ce que Sam Altman disait, mais en tout cas, je trouve que tu disais, il y a des moments où il faut se questionner. Bah, est-ce que c'est pas aussi le bon moment de se questionner de qu'est-ce qu'on veut faire, vers quel métier on veut aller? On a besoin d'espace pour tester, éprouver et faire des erreurs. C'est, et là, avec, le système qu'on est en train de bâtir, on se permet plus ça. Là, l'exemple de l'avocate que tu cites, le fait qu'elle prenne pas de jeunes, bah, effectivement, le fait qu'elle utilise des solutions qui automatisent beaucoup de choses à sa place fait qu'elle est en train de nourrir la bête qui va la remplacer. Et elle supprime aussi la génération d'après qui, elle, aura pas l'esprit critique. Il y a quelques jours, il y a une personne dont j'apprécie énormément les travaux, qui est Tristan Nito. Je vous invite à le suivre sur LinkedIn, et ailleurs. C'est un homme intéressant pour plein de sujets. Il reparlait justement, il repartageait, des travaux de Stigler, Bernard Stiegler, qui parlait du prolétariat. Et pour Stigler, le prolétariat, ça fait peur, hein, ce mot, ça fait peur ce mot, mais en fait, le prolétariat, il disait, c'est ceux qui perdent leur savoir parce que leur savoir est extériorisé dans les machines. Et prolétarisé quand, bah, tu viens faire du clic-bouton où tu as plus de savoir, en fait. Et ce qu'on est en train de décrire, c'est ça. Et ce qui je trouve fou, c'est que ces mêmes techniques et technologies d'IA peuvent être utilisées, au contraire, pour faire de nous des artisans plus que des prolétaires. L'artisan, c'est une figure qu'on convoque volontiers à la forge. Tu parlais du compagnonnage, nous on propose du compagnonnage justement des forgerons, des équipes qui vont de forge en forge avec les entreprises. Parce que on sait qu'on a besoin de talents. Et des talents, c'est des personnes, certes, qui ont des compétences, qui ont des expertises, si on veut, mais le talent, c'est au bout d'un moment, il développe une zone de génie. Et pour développer ça, bah, en fait, il faut des endroits où tu vas te frotter à plein de choses, tu vas tester, tu vas te planter, tu vas apprendre. C'est la clé. Quand on a créé la forge en disant on veut créer des bons produits d'IA, on sait qu'on n'arriverait pas tout seul et que ça va être difficile. Donc, on a intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens qui puissent prétendre à faire des bons produits d'IA. Et donc, c'est pour ça qu'on dit on est une forge, on a toujours les portes ouvertes, les gens peuvent venir. Et on convoque, nous, volontiers, cette figure de l'artisan. Dans l'artisan, il y a art, c'est-à-dire c'est une personne qui a un savoir-faire, un geste, quelque chose, mais il y a un truc en plus qui vient de transcender. Si tu travailles avec les compagnons du devoir, tu vois très bien de quoi il est question quand tu vois leur chef-d'œuvre. Et il y a une intention, il y a une intensité, même il y a quelque chose qui est très beau déjà et qui est nécessaire. Si demain on perd ça, si on perd cette flamme, si on perd cette lumière, ah ouais, c'est ce que rappelait Tristan dans son post sur on est prolétarisé. Et c'est vrai qu'à court terme, c'est séduisant, on automatise machin, mais si on prend un peu de hauteur, on est en train de mettre en place un espèce de système, un backbone incroyable avec, des ressources dans le cloud comme souvent américaine, où en gros on fait le dernier kilomètre, on développe notre business au-dessus. Mais en plus, pour développer notre business, on va utiliser des briques qui sont proposées par d'autres. Il y a quand même une injonction qui est assez folle quand tu réfléchis, quand tu regardes la communication autour de Copilot de Microsoft, parce que c'est le leader, donc c'est très visible, qui est de dire: «Donnez-moi vos datas, on va se débrouiller du reste, quoi. On va gérer vos process, on va gérer votre relation client, on va gérer». «Ah non, c'est faire, on va faire, on va faire, on va faire». Le gros mot, c'est une paupérisation, c'est un appauvrissement de nos pratiques. Et si avec ça, c'est que économiquement c'est une catastrophe. Si avec ça, le pire, je trouve, c'est que ça fait pas un avenir désirable. Même en termes de métier, même en termes de c'est assez fou. Alors c'est vrai tu dis: «On n'en parle pas, on devrait en parler plus». Oui, alors après c'est moi j'ai un biais, c'est que m'intéressant à ces sujets, je suis très, une fois de plus, je suis pas expert de ces sujets-là, c'est juste que je me sens concerné et je m'investis là-dedans. Mais il y en a qui en parlent très, très bien, mieux que moi, et j'ai pris l'exemple de Tristan, mais il y en a plein d'autres, que je repartage régulièrement dans mes posts LinkedIn, qui pour moi en parlent extrêmement bien, et qui, modestement nous partagent des angles et des approches. Mais on revient peut-être sur ce que j'ai dit, c'est qu'il va nous falloir à un moment donné un peu de courage et de se dire: «OK, ça je prends pas». Faire des choix qui peuvent paraître contre-intuitifs aujourd'hui. Non pas de dire: «Je veux pas utiliser l'IA générative», non pas de dire: «Je veux pas utiliser l'IA». Je pense que c'est pas, je pense même que c'est pas souhaitable, parce que ça aurait d'autres conséquences si nous on décidait de. Et le film Le Village qui me vient en tête, et l'image, je sais pas si tu as déjà vu le film Le Village, il y a cette image qui me vient où, bah, tu regarderas juste la bande annonce, tu vas te faire une idée, de ce que ça peut être, cette dystopie assez,
assez dérangeante. Un truc que tu viens de dire et qui moi, me marque, après avoir fait tous ces épisodes de podcast, mais pas que, tu vois, tu parles de courage et j'ai l'impression quand même que, le contexte dans lequel on est, géopolitique, politique, environnemental, fait que la position qui est de dire, «Bon, je suis passif et on verra bien ce qui se passe», elle est difficilement tenable et il y a une question un peu de comment, porter ses convictions, avoir du courage et tu vois, j'ai fait un épisode avec le patron de Harlequin AI, la boîte, française et lui, il citait, une phrase que j'avais bien aimée de Empoli où il disait, tu vois, dans un monde où de carnivores, on peut plus se contenter d'être des herbivores. Alors il y a un côté un peu, conflictuel, mais je trouve que c'est intéressant comme image de se dire en Europe, on s'est beaucoup vu comme, un pays de paix, ce qui est vrai, ce qui était vrai un peu moins aujourd'hui et on s'est un peu, aussi, peut-être laissé aller là-dessus à moins, assumer qu'il fallait peut-être se battre aussi pour défendre nos convictions, nos valeurs et ce qu'on avait envie de porter et que la situation fait que peut-être s'y remettre un petit peu. Ouais, il faut jamais oublier que l'Europe, ce sont des peuples qui sont quand même traumatisés par la guerre et on n'en veut pas, en fait. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout combatif sur tous ces sujets-là et on se fait pas mal avoir maintenant, on s'en rend compte. Là où tu prends les États-Unis, c'est quand même des pionniers dans l'âme, ceux qui sont là-bas. C'est dans leur ADN. Donc, chaque territoire est à conquérir. On voit une forme d'impérialisme numérique qui nous, on le comprend pas, on l'a pas vu venir, mais en fait, eux, ils l'ont écrit et ils exécutent le plan, quoi. Donc ouais, le courage est important et il faut une autre image aussi, ça m'a rappelé, des cours de philo, mais c'est l'allégorie de la caverne. Dès l'instant où tu t'es retourné, que tu as vu que les ondes qui étaient projetées, la source venait de la lumière qui était dehors, tu peux plus faire comme si de rien n'était. C'est qu'aujourd'hui, je me plais à croire, c'est pour ça que c'est un peu un côté paradoxal, c'est qu'on n'a jamais eu un niveau de conscience aussi important sur le numérique, les enjeux et Trump accélère beaucoup ça, de cette prise de conscience. Est-ce qu'on va le transformer en quelque chose de bien? Ça, c'est la bonne question, quoi. Le pire serait, à mon avis, de dire: «On se referme, on fait pas». Le pire serait, à mon avis, de dire aussi: «On laisse faire et c'est pas très grave». C'est entre les 2, il faut qu'on trouve notre voie et ça renvoie vers ce qu'on est en tant qu'individu, ce qu'on est en tant que collectif et je pense qu'on a surtout besoin, c'est de choses qui soient désirables. S'il y a pas un horizon qui est désirable, s'il y a pas un objet qui est désirable, s'il y a pas un projet qui est désirable, on se mettra pas en mouvement, en fait. C'est plus confortable de continuer à scroller, sur TikTok et d'utiliser ChatGPT. Mais sincèrement, hein, c'est pas un jugement de valeur quand je dis ça. On bouge, quand on a quelque chose qui est désirable, à commencer par sa liberté et son autonomie. Et là, c'est un peu, je pense qu'il faut reconquérir ces imaginaires-là, parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions qui nous sont présentées, la doxa des grandes plateformes numériques ou des grands solutionneurs numériques, c'est quand même de dire: «Le game est fait, vous inquiétez pas, venez chez nous, tout va se passer là, quoi». Alors que c'est faux, hein. Avant, quand Mistral prends l'exemple de Mistral. Quand Mistral s'est lancé, tout le monde disait: «Non mais c'est une blague, pourquoi en France il y en a qui se lancent, quoi?» Sans déconner, la guerre est faite, quoi. Il y a OpenAI qui est lancé, il y a Anthropic qui est lancé, enfin pourquoi? Tu as vu comment on a réagi en Europe? Ils disaient des trucs en disant: «Oui mais, ce sera moins bien». Oui mais peu importe. Pour l'instant, c'est peut-être moins bien et encore maintenant, il faut en discuter que c'est moins bien. Et en fait, tu as toute une doxa qui te dit: «Regardez, vous pourrez pas nous rattraper, c'est forcément mieux et autres». Quand DeepSeek est arrivé, c'est presque une blessure narcissique pour les Américains de se dire: «Mais finalement, tu as un autre acteur qu'on n'a pas vu venir, qui fait aussi bien sur certains sujets». Waouh! Là, tout d'un coup, tout le discours, il tombe à l'eau, quoi. Il y a quand même cette doxa qui nous dit: «Bah, étant donné les investissements, étant donné tout ce qui a été fait, ça sert à rien de même concourir, quoi». Non, au contraire, il faut avoir le courage, alors soit d'être plus agressif ou en tout cas plus conquérant comme tu l'as évoqué juste avant et je pense à minima avoir le courage de se dire: «Bah, non, on va se lancer aussi avec nos moyens, notre ADN» et j'adore voir des boîtes comme Mistral, comme Lovable, comme, on a un potentiel énorme et il faut pas se tromper, hein. Si tous ces pays qui nous expliquent qu'on n'est pas bon, veulent absolument être déployés en Europe, s'ils sont prêts à faire des concessions sur la partie réglementaire et autres, s'ils sont prêts à envoyer le président des États-Unis pour renégocier des accords, européens sur des sujets numériques, c'est bien que le game, il se passe là aussi, quoi. C'est bien que là, il y a quelque chose qui a énormément de valeur. Évidemment, quand tu vas négocier, tu vas pas dire, «Là, vous avez ce que vous avez là a beaucoup de valeur, on le veut». Ah non, tu expliques que ça vaut rien n'est rien, que c'est des miettes et que tu vas en débarrasser les gens pour leur plus grand, bonheur.
Merci beaucoup, Christophe, pour cet échange. Merci de l'opportunité d'échanger sur ces sujets-là. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.